mardi, vous êtes dans Retour Gagnant, votre émission hebdomadaire de tennis sur la chaîne YouTube d'Eurosport et sur HBO Max. On est très content de vous retrouver. C'est l'été, on est entre Wimbledon et l'US Open. Alors on a décidé de se replonger un petit peu dans les livres d'histoire, de faire un petit pas de côté pour proposer des sujets un petit peu plus intemporels. Et aujourd'hui, on a décidé de refaire un petit peu l'histoire avec mes trois compères. Romain Bouchenot. Bonjour. Bonjour à vous aussi. Avec Laurent Vergne. Salut Anne. Et avec Olivier Canton. Salut. On se quitte plus de l'été, Ouais. c'est fou. On est ensemble Je tout vais l'été. en vacances avec vous. Ouais, c'est beau. Et on va passer tout l'été ensemble, c'est ça qui est bien. Wow. Ouais. Dans Retour Gagnant. Vous êtes en forme? Ça Ouais, va. très. Ouais. Un sujet intéressant. Un sujet intéressant qui nous attend aujourd'hui. On va se demander si l'histoire aurait pu changer, si le cours d'une carrière aurait pu changer, si le palmarès d'un joueur aurait pu être différent, si une petite chose avait été modifiée pendant un match, par exemple. Et l'effet papillon, parfois, qui peut avoir de grandes conséquences. Chacun, vous avez choisi une histoire qui pourrait être refaite. Et donc là, voilà, on va inventer un petit peu un avenir différent pour certains, pour certaines, parce que parfois des événements peuvent venir changer une trajectoire. Avec qui on commence? Avec Olivier? Ah, mais toi, j'étais sûr que ça allait commencer par moi. J'avais été sûr. Parce tombe que le dessus. tien Voilà. est encore assez proche historiquement. Ouais, ça commence à remonter maintenant. Ça fait commence à quelques Et plus années. proche Bon, que alors, le mien en tout cas. Ça- ouais, on remonte, ça on remonte quoi, concerne, 15 ans, ouais, presque 15 15 ans en ans, ouais. arrière. Nous sommes en demi-finale de l'US Open en 2011. Federer-Novak Djokovic. Federer mène 5-3 dans le cinquième set face à Novak Djokovic, qui ne compte alors que 3 grands chelems. Federer en a 16. Il a 2 balles de match pour aller chercher une nouvelle sur son finale service. à l'US Open. Il est sur son service. Premier service du Suisse. Service extérieur sur le coup droit de Novak Djokovic qui tente le retour impossible. Ça sort de quelques centimètres. Défaite de Novak Djokovic. Federer se qualifie pour une nouvelle finale à New York. Il affronte pour la première fois à New York Rafael Nadal. Il va probablement s'imposer, aller chercher un 17e grand chelem. Et Novak Djokovic lui voit son compteur toujours bloqué à 3. Donc ça, c'est ce qui ne s'est pas ça passé. c'est évidemment pas passé comme ça, puisqu'il y a eu à 45 ce retour miraculeux qui est resté dans l'histoire du tennis. Si vous allez regarder ça sur les réseaux, On le voit là. il sort ce coup droit incroyable, Novak Djokovic, et puis ensuite il revient et il finit par renverser le cours de cette rencontre. Et c'est vrai qu'on se dit que ce match, il a peut-être changé beaucoup de choses déjà dans le rapport de force entre les deux hommes. Parce que Federer avait battu déjà à Roland-Garros Novak Djokovic. Il avait mis fin à cette fameuse série de 41 succès consécutifs. Et il pratiquait à l'époque, Novak Djokovic, le meilleur tennis de sa vie. C'était le fameux Cosmic Tennis. Et surtout, quand on regarde les chiffres, après cette demi-finale à New York, on se rend compte qu'en Grand Chelem, Federer n'a plus battu qu'une seule fois Novak Djokovic pour 8 défaites. Le rapport de force s'est clairement inversé. On se dit que c'est à ce moment-là aussi où on comprend que dans la gestion de ces moments très très importants, face à Djokovic, Federer a parfois quelques écueils, quelques problèmes. On se projette ensuite quelques années après avec cette fameuse finale à Wimbledon, où là encore, il mène 45 sur son service dans le 5e set à 8-7. Et une nouvelle Ça fois, va faire tellement mal à beaucoup de gens. Là. et une nouvelle fois, il ne parvient pas à conclure. Et peut-être que s'il avait justement été en mesure de conclure en demi-finale en 2011, peut-être que ces démons-là ne l'auraient pas rattrapé quelques années plus tard. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. Est-ce que ce match-là est peut-être un point de bascule pour les deux hommes, sachant qu'à l'époque, c'est ça qui est fou. Quand on se remémore, on regardait les palmarès à l'époque. On se dit en 2011, voilà, Djokovic, il n'avait que 3 grands chelems et Federer en avait déjà 16. C'est vraiment l'année où Djoko devient Djoko, en fait, Ouais. 2011, et où on sort de l'ère du Big Two, de Nadal-Federer, pour entrer dans quelque chose d'autre. Federer vient d'avoir 30 ans aussi, et je me souviens qu'à l'époque, on disait déjà, quand il perd cette demi-finale, Il sera peut-être temps de... il n'y arrivera plus, quoi. Il ne gagnera plus de Grand Chelem, parce qu'il ne gagne pas de Grand Chelem cette année-là. Et c'est la première fois depuis 2002, en fait, que Federer ne gagne pas, parce qu'il a gagné l'Open d'Australie en janvier 2010, en battant Andy Murray, et depuis, il n'a plus gagné. Et là, quand on arrive fin 2011, c'est vrai qu'il y a eu ce match fabuleux dont tu as parlé contre Djoko à Roland, mais quand il perd contre Djoko à l'US Open,
je me rappelle qu'on se dit déjà, il a 30 ans, Federer, il a peut-être laissé passer sa dernière chance de gagner un tournoi du Grand Chelem. Ce qui est fou avec le recul, parce que même si Djokovic va en gagner énormément, Federer, il va quand même en regagner, et bien longtemps après. Il va gagner en 2012, puis en 2017, quand il va rebattre Nadal à Melbourne. Donc finalement, c'est drôle tout ça, de repenser à tout ça, mais pour revenir sur ce que tu disais vraiment par rapport... Je pense en tout cas que c'est le moment où Djokovic, il a arrêté. Je ne dirais pas qu'il avait peur de Federer et Nadal, mais où il s'est dit, c'est moi le meilleur maintenant. C'est moi le patron, c'est plus eux. Et c'est mon ère, ma décennie, je ne sais pas à quoi il pensait. Mais en tout cas, oui, ça a forcément déclenché un rapport de force qui était différent, même si l'année d'avant, il avait déjà, il avait déjà fait la même. Ouais. Il y avait eu 2 balles de match pareil. Sur son service à lui. Ouais. C'était pas le même rapport. C'est ça. Il n'avait pas gagné de Grand Chelem depuis 2008 en Australie, son premier contre Tsonga. Donc il n'avait pas fait sa mue encore. Donc il n'y avait pas le même lien entre eux. Et oui, clairement, c'est l'année où il prend le pouvoir. Et il avait gagné quoi, Melbourne et Wimbledon. Il était devenu numéro 1 mondial. Donc je pense que dans sa tête à lui, ça avait déjà basculé. Je pense que c'est plutôt dans la tête de Federer. Oui, peut-être vraiment basculé. Et puis pour le grand public, c'est vrai que tout d'un coup, on prend conscience du monstre qui est devenu Djokovic, parce qu'il y a cette série de 41 succès consécutifs en début de saison, le match dantesque de Federer pour mettre fin à cette série à Roland-Garros. Et c'est là peut-être aussi, quand il parvient à battre Federer à nouveau, donc en sauvant des balles de match, où on se dit, oulala, en effet, il est peut-être l'égal des deux autres. Et puis c'est à ce moment-là qu'il lui rentre dans le cerveau. Et en 2019, quand il a de nouveau des balles de match contre lui, Roger Federer, forcément, t'es obligé d'y penser. Il y pense, tout le monde y pense, et ça ne fait pas de victoire pour le Suisse. La différence, je trouve, entre la demi-finale de Wimbledon 2019 et cette demi-finale-là en 2011, c'est que quand tu regardes le match et cette fin de match, Djokovic, en 2011, il a quasiment perdu. Tu sens qu'il n'y croit plus vraiment quand il est mené 5-3. Il rigole à moitié. Il rigole avec le public, et quand il lâche ce retour miraculeux, il y croit même pas. Voilà, ça se trouve, le retour aurait pu terminer dans les bâches, c'était exactement pareil. Il reste dans les limites du court, il rigole avec le public, puis voilà, Federer se tend un peu, et là tout d'un coup ça sourit. Alors qu'en 2019, je suis convaincu qu'il y croit encore. Tu vois. Et puis 2019, ça aurait été la plus grande victoire de Federer de sa carrière. S'il avait gagné Wimbledon en ayant battu Nadal puis Djokovic dans le même Grand Chelem. Possible. Mais oui, non, c'est sûr. Il a tellement été enterré, Roger Federer. Moi, j'ai pas choisi un extrait sur Roger Federer, mais je trouve que ton moment-là, il aurait même pu ne pas exister si, en 2009, contre Tomias à Roland-Garros, il manque la balle de break qui va finalement sauver à 4-3 dans le troisième. Nadal vient d'être éliminé par Söderling. Lui, il s'est fait exploser en 2008 en finale contre Nadal. Derrière, il perd à Wimbledon face à Nadal, et il a des larmes à l'Open d'Australie, et il arrive à Roland-Garros, il se retrouve, il n'y a plus le Rafael Nadal. Pression immense. Et là, tout le monde l'enterrait. J'ai relu des articles hier soir là-dessus. Vous êtes Federer, ça commence à devenir difficile, il ne gagne plus. Est-ce que c'est la fin de Federer? Et puis Nadal perd. Et là, il se retrouve à devoir faire un coup droit sur la ligne pour sauver cette balle de break. Finalement, il gagne ce match. Il a de nouveau des difficultés pour aller en finale, mais il gagne cette finale derrière. Et on se dit, bon, il est reparti. Là, ce truc-là dont tu nous as parlé, pareil, ça pouvait être à la fin de Federer, quand même réussi à chaque fois à revenir. Et donc, cette finale de Wimbledon où il perd contre Novak Djokovic, oui, ça aurait été exceptionnel. On n'attendait pas à ce niveau-là. Mais je pense que même lui, avant de revenir en 2017, il se dit... je suis revenu en 2017, j'ai gagné l'Open d'Australie, j'ai réussi mon retour, c'est exceptionnel. Je ne pense pas qu'il rêvait même de pouvoir être à cette finale. Alors c'est hyper frustrant pour tous ses fans de le voir perdre, mais pour lui, d'avoir réussi à étendre un petit peu, alors c'est plus son règne, mais son parcours phénoménal et son tennis de rêve, au final, c'est cool d'avoir pu quand même voir cette finale de 2019, même si je pense que 90% des gens avaient envie de voir Federer gagner. Mais tu as raison, sur Roland-Garros, c'est vrai que s'il n'avait pas été capable de battre Tomias, ça aurait été bien plus important que cette demi-finale de 2011 là, contre Djokovic. C'est un tremblement de terre. Là, tu te dis qu'il ne gagnera plus jamais Roland, il n'aurait jamais gagné Roland, il n'aurait jamais fait le Grand Chelem, il n'aurait jamais remporté les 4 titres du Grand Chelem. Du coup, le débat, il n'aurait pas eu lieu sur le plus grand. Non, mais c'est sûr que s'il n'avait pas gagné Roland en 2009, il aurait, alors là, pour le coup, on peut quasiment l'affirmer,
jamais gagné Roland. Ouais, et peut-être plus gagner de Grand Chelem. Ça, je sais pas, mais ça, je sais pas, honnêtement. Non, bon, on peut pas mais savoir. de toute façon, non, on peut pas. Mais c'est vrai que ce qui est fou, c'est quand on parle de 2011, il faut se souvenir que moins d'un an après, il va redevenir numéro 1 mondial, Federer. Il va gagner Wimbledon, son premier titre du Grand Chelem depuis 2 ans et demi, et il redevient numéro 1 mondial. Alors que je pense qu'en septembre 2011, il était devenu le 3e homme, quoi. Parce que Nadal avait toujours sa chasse gardée quand même à Roland, même si je pense qu'il peut vraiment... il a peut-être envoyé un petit cadeau à Roger Federer cette année-là, parce qu'il perdait tout le temps contre Djokovic, y compris sur terre, en 2011. Et il n'a pas besoin de le jouer en finale. Il joue Federer contre qui c'était quand même beaucoup plus simple pour lui. Et voilà, un what if aussi. Est-ce que Djokovic aurait fait le Grand Chelem en 2011 si Roger Federer n'avait pas sorti ce match faramineux en demi-finale? Il y a une saison où il aurait pu le faire. Oui, ça, c'est une vraie question quand même. Ouais. On en a plein des what if à faire. Tu y étais sur Federer, en 2011, non, j'y étais pas. Mais c'est vrai que c'était déjà saisissant de voir. C'était extraordinaire le niveau qu'il avait, alors que Novak Djokovic était inarrêtable sur une série de victoires dantesques. Mais j'aimerais revoir ce match de 2011 et le voir faire ce retour-là. Déjà pour une chose, parce qu'on n'a jamais eu de Nadal-Federer à New York, ce qui est quand même une anomalie. Ouais. Et on aurait adoré voir au moins une fois. C'est la malédiction de leur rivalité. Et c'est vraiment complètement dingue parce que pour le coup, le nombre de fois qu'ils se sont ratés, et même jusqu'en 2019, où on s'était vraiment dit, je me rappelle, c'est peut-être l'année, parce que Djokovic perd en 8e contre Wawrinka, il abandonne, je crois d'ailleurs, et Nadal et Federer sont chacun d'un côté du tableau. Nadal va aller en finale, et Federer va perdre en 5-7 en quart contre Grigor Dimitrov. Derrière, il avait Daniil Medvedev en demi, qui avait fait un super tournoi, qui avait explosé cette année-là, mais on peut quand même penser que Roger Federer, qui était quand même vraiment au top, il venait de faire cette fameuse finale contre Djoko à Wimbledon. Là, je me rappelle que tout le monde à l'US, pour le coup j'y étais cette année-là, se disait, ça y est, on va l'avoir notre Federer-Nadal à Flushing, et en plus en finale. Eh ben non, voilà. Raté. C'est pour ça qu'on refait l'histoire. Toi, tu vas partir beaucoup plus loin dans le temps. Moi, je pars dans une époque que même moi, je n'ai pas connue. On ouvre les listes. Personne ne l'a connue. Mais en fait, moi, j'ai envie de parler de Ken Rosewall. Parce que pour moi, c'est vraiment le joueur un peu oublié. Enfin, je ne vais pas dire oublié, mais c'est le plus sous-estimé, je pense, de l'histoire du tennis. Vraiment. Il a gagné 8 tournois du Grand Chelem, ce qui est pas mal. Mais sa carrière est un petit peu... tronqué parce qu'il était surtout avant l'ère Open. Il est né en novembre 1934. L'ère Open, ça commence en 1968. Donc, Ken Rosewall, il va faire comme tous les joueurs de son époque. Il va commencer chez les amateurs. Donc, chez les amateurs, on jouait des tournois du Grand Chelem. Il va en gagner 4 jusqu'à 21 ans, 22 ans. Et ensuite, il passe professionnel. Parce que les meilleurs joueurs du monde passaient professionnel. Et donc, il passe professionnel, je crois, en 1954. Et entre 54 et 67, il va jouer aucun tournoi du Grand Chelem. 11 ans. Même plus, je dirais 12, 13 ans. Ah oui, donc imaginez que vous retiriez à Novak Djokovic, à Roger Federer et à Rafael Nadal tous leurs titres du Grand Chelem entre 21 et 33 ans. Allez, il ne va pas rester... Djoko, il va lui en rester quand même encore un paquet. Il a tellement gagné après 30 ans. Enfin, globalement, il ne restera pas grand-chose à ses palmarès. Donc, Rosewall, c'est, à mon avis, le joueur qui a été le plus pénalisé rétrospectivement par le système bicéphale, on va dire, du tennis entre le monde amateur, celui des grands chelems, et le monde professionnel. Et chez les pros, il va gagner énormément. Quand il va passer pro, il va gagner, par exemple, 18 de ses 20 premiers matchs contre Rod Laver, qui était son grand rival. Et Laver n'a pas été victime de ça, parce que Laver, qui est un tout petit peu plus jeune, il va avoir le temps de faire un premier Grand Chelem en 1962. Avant l'Air Open. Avant l'Air Open et avant de passer professionnel. Et il va en faire un deuxième en 69. Il a besoin de 2 ans au début pour aller de l'Air chercher Open. 8. Donc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le mythe de cette époque, c'est Rod Laver. Parce qu'il est, d'abord, il incarnait un certain style de jeu, mais je crois que plus que ça, c'est le fait qu'il ait fait un Grand Chelem, et le dernier en date chez les hommes. Alors que Ken Rosewall, finalement, on ne se souvient pas vraiment de ses accomplissements. Mais il y a des gens qui ont essayé de trouver
une équivalence à son palmarès. Et pour le coup, en retirant certains de ses premiers titres du Grand Chelem, parce qu'il ne valait pas grand-chose, mais derrière, chez les pros, il y avait ce qu'on appelait une sorte de Grand Chelem. Il y avait le French Open Pro, par exemple. Parce que les pros n'avaient pas le droit de jouer les Grands Chelems. Non, exactement. Ça, Ils jouaient que le circuit professionnel, qui était beaucoup plus rémunérateur. C'est pour ça que les joueurs, les meilleurs y allaient. Mais si vous voulez, le Grand Chelem, dans les années 50, 60, c'est un petit peu comme si aujourd'hui, on avait un circuit parallèle et que Roland Garros, Wimbledon, l'US Open et l'Open d'Australie étaient joués par que des joueurs qui étaient au-delà de la 20e ou 30e place mondiale. Ils n'auraient pas une énorme valeur, ces titres aujourd'hui. Et le circuit pro serait le vrai circuit, en tout cas le plus prestigieux. Donc Rosewall, il a pâti de tout ça, clairement. Mais il va avoir une longévité énorme. Oui, parce que quand il va revenir, il va gagner à nouveau 4 tournois du Grand Chelem, après 33 ans. Il va être le plus vieux finaliste de Grand Chelem, très longtemps. Avant, je crois, Novak Djokovic, d'ailleurs, cette année, à l'Open d'Australie. Et finalement, on considère que le vrai palmarès de Ken Rosewall, en comptant les Grands Chelems qu'il a gagnés dans l'ère Open et ses plus gros tournois chez les pros, ça équivaut à 21 grands titres. C'est comme s'il avait gagné une vingtaine de titres du Grand Chelem, en tout cas les tournois les plus prestigieux. Et ça, on l'a un peu oublié, je trouve, et c'est un peu dommage. C'est vrai que c'est un nom qui reste, parce que c'est comme ça qui flotte quand on cite les grands joueurs, mais c'est vrai qu'on ne le met pas du tout au même niveau que Rod Laver. Il a été mangé au niveau historique par Rod Laver, très clairement. Ça me fait penser à la rivalité de Gino Bartali et Fausto Coppi, où Gino Bartali gagne le Tour de France avant la guerre et 10 ans plus tard, et la guerre l'avait bloqué dans son palmarès. C'est un peu la même chose. 38 et 48, c'est un peu la même chose. Finalement, on se souvient de celui qui a le plus gagné. L'autre, pour d'autres raisons, n'a pas pu gagner pendant toute une période. Ouais, alors Laver n'a pas joué de Grand Chelem pendant 6 ans, lui, 5 ou 6 ans. Mais encore une fois, il fait le Grand Chelem en 62, il fait le Grand Chelem en 69, et ces deux accomplissements-là ont vraiment scellé sa place dans l'histoire, que Ken Rosewall n'a pas eu. Alors, Rosewall, il n'a jamais gagné Wimbledon. Il fait une finale de Wimbledon à 39 ans. Exactement. Et il prend une sacrée raclée contre le tout jeune Jimmy Connors. Et donc, c'est le manque dans son palmarès. Mais il faut savoir que les vainqueurs de Wimbledon, ils ont une sorte de carte de membre. Ils ont une veste, je crois, spéciale. Ils ont des entrées un peu ils font officiellement partie du club. Et le seul joueur de l'histoire qui bénéficie de tout ça sans avoir gagné Wimbledon, c'est Ken Rosewall. Voilà. Classe. Parce que le All England Club a considéré qu'il aurait gagné Wimbledon s'il avait pu le jouer entre 1954-55 et l'ère Open. Donc si l'ère Open était arrivée 10 ans plus tôt, c'est ça mon what if, en fait, moi, en 58 plutôt qu'en 68, combien de titres du Grand Chelem aurait Ken Rosewall aujourd'hui ? Qui battait Rod Laver ? Probablement 20 ou 25. Donc il serait à la lutte avec Djokovic, Federer, Nadal. Évidemment pas considéré aujourd'hui comme il l'est. C'est-à-dire qu'il n'est pas considéré. Mais même Rod Laver a dit que c'était le champion le plus sous-estimé. Oui, et puis je pense que Rod Laver, il avait un immense respect pour lui parce que c'était son aîné. Il avait 3-4 ans de moins, Laver, que Rosewall. Donc, et ils ont joué, je crois, plus de 150 fois, tous les deux, l'un contre l'autre, entre les amateurs. Chez les pros, ils s'affrontaient énormément. Ils jouaient 20-25 fois par an. Et après, dans l'ère Open, après 68. Et sur la fin, évidemment, Laver a dominé Ken Rosewall. Mais pendant très longtemps, c'était plutôt l'inverse, quoi. Et ça, tout ça, ça a été oublié un petit peu par le temps, quoi. Et moi, avec mon what if, Federer, tu peux lui rajouter 2 grands chelems et t'en retires 2 à Djokovic. Donc ça fait tu lui rajoutes au moins US Open 2011 et 2019. Donc ça fait 22 pour Comme Diane, il y a des effets papillons, c'est-à-dire que le rapport de force n'est pas le même après, psychologiquement, donc c'est peut-être plus que 2. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si Federer il gagne, ne serait-ce qu'en 2019. Déjà, ça aurait été son 21e. Est-ce que ça aurait marqué un coup d'arrêt pour Djokovic, qui était à nouveau, depuis 1 an, sur une trajectoire très ascendante ? Peut-être ou peut-être pas, on n'en sait rien, mais ça aurait peut-être changé plus que cette seule finale, quoi. Les effets auraient été peut-être plus durables. Et est-ce que s'il avait battu Djokovic en demi-finale donc à New York, est-ce qu'il aurait battu Nadal en finale cette année-là ? C'est surtout ça. 2011 quand même. On a envie de dire que sur dur, je ne vais pas dire probablement, mais il avait l'ascendant. Peut-être qu'il aurait eu l'avantage. Cette finale d'ailleurs, elle est incroyable. Tu parlais de Cosmic Tennis. C'est vraiment ce jour-là je me souviens qu'on a
entendu parler de ce terme pour la première fois. Et elle va 2011 entre Nadal et Djoko. Ouais, 2011, ouais. Elle va avoir 15 ans, cette finale. Et franchement, quand tu la regardes aujourd'hui, tu as l'impression que c'était il y a 15 jours, quoi. Ça n'a pas pris une ride. Hein. Et je pense que dans 15 ans, ça n'aura toujours pas pris de ride, même quand elle aura 30 ans. Quoi. Bon, il n'aurait peut-être pas gagné alors, Federer. Je sais pas, mais ça jouait à une telle vitesse. Mais ce jour-là, Djokovic, il est à 5 niveaux au-dessus de Nadal. Et c'est vraiment parce que Nadal est ce guerrier hallucinant qui va arracher le 3e set et embarquer Djoko dans un 4e, où d'ailleurs il n'y aura pas de 4e, parce qu'il va lui mettre 6-1. Mais aussi parce qu'il puise cette force-là du fait d'être revenu tellement de fois en ayant sauvé des balles de match. Djoko ? Cette croyance absolue en lui qu'il peut y arriver, même quand tout est contre lui. C'est vraiment, je pense, moi, ce qui restera le plus de Novak Djokovic dans 20 ou 30 ans. En tout cas, moi, je ne sais pas si je serai encore là, mais ceux qui ont connu Djokovic et qui penseront à lui dans 20 ou 30 ans, évidemment, il y aura les palmarès, mais c'est peut-être cette absence de renoncement et ce côté, c'est jamais fini. Et combien de fois il l'a fait, quoi. Je sais pas, je pense au match contre Jo-Wilfried Tsonga à Roland-Garros en 2012, d'ailleurs, 6 mois après. Tsonga fait un match extraordinaire, il a 2 ou 3 balles de match. Et Djokovic avait expliqué, je me rappelle ce jour-là, que en fait, il y croit vraiment jusqu'au dernier moment parce que c'est ancré en lui. Il sait qu'il peut s'en sortir. Et je pense que ça ne s'apprend pas, ça. Tu l'as en toi ou tu ne l'as pas. Lui, clairement, il avait cette force intérieure depuis qu'il était tout jeune, je pense, depuis l'enfance. Et je pense que c'est ce qui ressortira aussi du documentaire qui lui est consacré et qui va sortir à la fin de l'été sur Novak Djokovic, cette haine de la défaite et cette construction aussi un peu contre tout le monde. Et c'est à cause de lui qu'on met en avant aussi une certaine fragilité mentale chez Federer, qui n'existe pas vraiment quand même, vu le champion que c'est. Mais tu vois, parce qu'on se souvient. Contre Djokovic. Oui, mais parce qu'on se souvient de la finale de Wimbledon 2019, de ce match en 2011. Il y en a eu d'autres. Non, mais quand tu gagnes 20 tournois du Grand Chelem, t'es pas fragile. Non, mais c'est ça. C'est pas possible de gagner 20 tournois du Grand Chelem en étant faible mentalement. En revanche, dans le rapport de force direct avec les uns ou avec les autres, oui, il peut y avoir des ascendants. Donc on a l'impression que Federer coince ou craque par moment contre Djokovic, contre Nadal, surtout contre Djokovic. Mais je pense que c'est juste le rapport de force entre deux champions, quoi. Parce que dans l'absolu, il y a une stat qui est sortie, justement par rapport à Djokovic, sur les matchs perdus après avoir eu une balle de match et les matchs gagnés après avoir sauvé une balle de match. C'est Federer qui a gagné le plus de matchs en ayant sauvé des balles de match. C'est aussi lui qui en a le plus perdu en ayant eu des balles de match. Oui, il avait un petit peu de mental. C'est dans la première version de son autobiographie qui était sortie, je crois, en 2011, et qui est largement centrée autour de la finale de Wimbledon 2008, Rafael Nadal, il raconte que pour lui, tout le monde aurait perdu en 3-7 ce jour-là. Et si Federer va l'embarquer jusqu'au bout de la nuit dans le 5e, c'est d'abord mentalement. Et je me souviens qu'il écrit dans ce livre: je ne laisserai plus jamais personne dire que Roger Federer n'est pas un guerrier, un battant. Et il le montre moins, c'est moins démonstratif, il n'y a pas ce côté animal de Nadal, ce côté j'harangue la foule. Federer, il était plutôt discret dans son body language, mais c'est un guerrier à sa manière, évidemment. Alors, Romain, toi, tu t'intéresses au tennis français. Tu as envie de réécrire l'histoire parce qu'il nous manque ce champion chez les hommes en Grand Chelem depuis 1983. Exactement, 43 ans depuis 1983 et la victoire de Yannick Noah. Ouais, moi je suis fan de golf, et le golf c'est 1907, donc au tennis, on est bien. Non, mais c'était le problème de riche. L'effet papillon, l'effet psychologique aussi, que peut-être une balle ou quelque chose aurait pu changer sur la génération qui vient. Peut-être que j'ai repris un peu toutes les finales des Français depuis la finale de Yannick Noah en Grand Chelem, me dire s'il y en a un qui avait gagné une de ces finales. Toutes, donc il y en a une de Lecomte, il y en a deux de Pioline, il y en a une d'Arnaud Clément et une de Jo-Wilfried Tsonga. S'il y en avait un qui avait réussi à faire ça, on n'aurait plus parlé de Noah, on aurait pu parler de 40, de 30, de 35, de 40. Et peut-être que la génération des Gasquet, Simon, mon fils, alors même s'ils avaient en face des monstres, mais peut-être qu'ils auraient été libérés par ça et auraient gagné des grands chelems. Donc j'ai regardé un peu Henri Lecomte, Mats Wilander, il n'y a pas vraiment de match en finale en 1988. Les deux finales de Pioline, elles sont contre Sampras. Il se fait breaker à chaque fois dans tous les sets et compliqué. Il était à son niveau, Sampras au-dessus.
Et les deux autres, il y a celle de Joe Wilfried Tsonga, parce que j'aimerais garder celle d'Arnaud Clément pour la fin. Celle de Tsonga, où il fait un super tournoi. On se souvient de 2008, où il l'écrabouille Rafael Nadal en demi-finale. Il a battu Gasquet avant, qui était bien plus connu que lui, qui était déjà dans le top 10 mondial en huitième de finale. Et il arrive contre Novak Djokovic dans le même état d'esprit que quand il bat Rafael Nadal. Il gagne le premier set. Et derrière, on se rend compte, c'était pas le Novak Djokovic de 2011, mais que Novak Djokovic a plus de clés qu'un Tsonga qui est un petit peu émoussé et puis qui est pris peut-être un petit peu par l'enjeu et un Djoko qui se laisse pas démonter et qui le bat à la régulière. Mais j'aimerais revenir sur celui d'Arnaud Clément. Parce qu'Arnaud Clément, donc, il fait un tournoi assez exceptionnel en battant notamment Yevgeny Kafelnikov, en battant Roger Federer, qu'il avait déjà battu en 2000, qu'il rebat en 2001 à l'Open d'Australie, jeune Roger Federer, mais ça fait quand même 2 victoires face au maître à l'Open d'Australie. Il bat Kafelnikov derrière, il a ce match incroyable face à Sébastien Grosjean, où il est mené 2-7-0, il est adoré par le public parce qu'il s'était déshabillé contre Kafelnikov, le public est derrière lui, et il arrive à le gagner au bout de ses forces, mais finalement, il le dit en interview, il a bien récupéré. Et il joue André Agassi en finale, qu'il avait battu quand même à l'US Open l'année d'avant, il l'avait battu en 3-7, il se dit pourquoi pas le battre, et puis finalement André Agassi, il a le même jeu que lui, il a déjà joué des finales, c'est le tenant du titre, et il le bat. Mais je vais revenir plutôt sur la demi-finale d'André Agassi, parce que la demi-finale d'André Agassi, elle est contre Pat Rafter. Pat Rafter, il est plutôt à la fin de sa carrière, il a déjà gagné 2 US Open, il joue chez lui, il n'a jamais gagné en Australie, et il mène 2-7-1 face à André Agassi dans la chaleur de Melbourne, et il commence à fatiguer. Ça devient difficile, mais il a totalement la possibilité, s'il ne se fait pas breaker en début de 4e set, de dominer André Agassi. Et il est cramé, il est perclus de crampes, il a du mal à terminer le match. Finalement, il perd, mais je dis ça parce que j'en ai discuté déjà avec Arnaud de cette histoire-là. Il était à 2-0 dans les matchs contre Patrick Rafter. Il n'avait jamais perdu un set contre Patrick Rafter. Et Patrick Rafter serait arrivé un peu cramé après un match long face à André Agassi. Donc c'est si la finale avait été Arnaud Clément, Patrick Rafter, ça aurait pu changer les choses, peut-être la vie d'Arnaud, mais aussi décomplexer toute cette génération qui allait arriver. Même peut-être un Seb Grosjean qui est encore jeune à l'époque et qui aurait pourquoi pas remporté un grand chelem. Mais toute la génération des 4 qui ont fait d'excellents résultats en grand chelem sans réussir à aller gagner. Si Arnaud l'a fait, Arnaud on le connaît bien, il est encore sur le circuit, on peut lui demander, et pourquoi pas, comment t'as fait toi, pour aller gagner un grand chelem, je sais pas, c'était mon petit truc de, il n'est pas passé si loin. Et il dit quoi Arnaud lui? Il dit Rafter, c'était plus prenable. Puis un Australien en finale avec la pression. Australien avec la pression. Qu'il n'avait jamais gagné. Exactement. Ouais. Et un serveur comme Rafter aurait moins embêté un André Agassi qui avait un petit peu le même jeu et qui courait partout et qui était difficilement passable sur le court. Mais j'ai pensé au fait qu'Arnaud m'en ait parlé et c'est vrai que quand on refait l'histoire, vu que c'est le but du jeu aujourd'hui... S'il avait affronté Rafter en finale, qu'est-ce qui se serait passé exactement. Oui, sur le profil sur le match-up, oui, c'est sûr que tu peux imaginer qu'il aurait peut-être eu plus de chance. Et il reste à 2-0 parce qu'ils ne se sont pas joués derrière, donc il a gagné. Il n'a pas perdu de 7 contre Rafter dans sa carrière. Et c'est vrai que ce match contre Agassi, il n'y a pas photo. Quoi. Non. Il est dominé de la tête et des épaules. Non, Agassi, c'était pas même s'il l'avait battu, tu as raison, déjà avant, mais c'était pas un bon match pour lui. En gros, Agassi faisait, je pense, tout un peu mieux et un peu plus fort que ce que faisait Arnaud. C'était un peu le même profil, en moins puissant, quoi. On va dire. Ouais, mais donc c'est... Voilà. On aime bien ce Oui, déjà, on aurait eu un vainqueur en grand chelem. C'est vrai que au XXIe siècle. On aurait une star avec nous, Arnaud Clément. Exactement. T'imagines là. Il coûterait plus cher encore. C'est ça. On n'aurait plus les moyens de se le payer, c'est ça. Mais c'était une super épopée. Moi, je me souviens de ce qu'il avait accompli. C'était incroyable. Une demi-finale entre 2 Français quand même. Ouais. Qui s'appréciait en plus. plus. Seul avec celle de Yannick Noah et de Roger Vasselin. Il n'y en a pas eu d'autres dans l'Air Open. Qui s'appréciaient en plus. Qui ont grandi ensemble. Et puis ce qui paraît fou, c'est que derrière, Grosjean ne va jamais faire de finale. Alors que potentiellement, il avait peut-être plus de. Il va faire beaucoup de demi. Oui, c'est ça. Il va avoir une carrière. Finale au Masters. Qui sera quand même meilleure que celle d'Arnaud, parce qu'avec sa qualification au Masters, avec son titre c'était quoi, à Bercy, en Masters 1000. Et puis plusieurs demi-finales. C'est quoi son meilleur classement? 4e, je crois.
Ouais, 4. Et puis, Ouais, top cinq, ouais, c'est cette année-là qu'il gagne à Bercy, je Oui, crois, oui. en 2001. Ouais. Ouais. Ouais, après, faire des demi. Il a quand même fait des demi à Roland, à Wimbledon, à l'Open d'Australie. Ouais. C'était quand même un sacré. Et puis il était jeune, hein, comme tu dis, il avait 23, je pense, 22, Mais 23. c'est-à-dire qu'il ne va jamais faire de finale en Grand Chelem, Ouais. privé de finale par son grand copain. Et c'est vrai qu'il était favori en plus Ouais, De de toute ce face-à-face. façon, des Et finales en Imen, Grand Chelem, Romain l'a dit, hein, c'est quelque chose de rarissime pour le tennis français. Hein. Vraiment. Ça se compte sur les doigts d'une main. Même dans l'ère open, si tu remontes avant, Ouais. avant Noah, il n'y avait que Patrick Proisy. Donc en gros, ça fait Proisy, Noah, Lecomte, Pioline, Clément et Tsonga. Ça fait 6 Ouais. en près de 6 décennies. Tsonga, peut-être, allez, c'est quand même en finale face à Djoko. Peut-être Bah, déjà, c'est le seul à part parce Noah que Djoko n'avait pas encore qui gagné. prend un 7. Ouais. Donc, Il gagne le premier. Hein. et en plus, il gagne, Ouais, le premier. premier. Ouais. Et Ouais. Djoko Ouais. n'avait C'était jamais un gagné tournoi encore en tellement Grand Chelem. extraordinaire. Donc c'était, Mais je il pense arrivait que- lancé après son match incroyable il contre Nadal. était, il était, Il il n'aurait peut-être jamais était, gagné Djoko. il était sur un Il n'y aurait nuage. pas eu Grand Chelem. tu vois, cette demi-finale à New York en 2011. Après, il aurait été balayé. Je pense que ce qui a fait la différence, in fine, ce jour-là, c'est que Novak Djokovic, lui, avait déjà joué une finale de Grand Chelem 4 mois avant, à l'US Open. Il avait perdu contre Roger Federer en 3-7, mais quand même, il avait ce vécu-là, quoi. Et je pense que le vécu dans une finale de Grand Chelem, je dirais pas que ça n'a pas de prix, et ça fait pas toujours tout, mais ça pèse quand même. Et aujourd'hui, ce jour-là, je pense que... Mais ce serait intéressant de faire une Ça fait la émission différence. spéciale avec Arnaud qui nous raconte son parcours, Sébastien. ce parcours de dingue. Ouais, avec les deux. Tu vois, non, mais même qui raconte ça avec toi Ouais, face à Kafelnikov, qui était un moment quand même assez incroyable. Et puis tout ce qui s'est passé la veille de la finale, parce qu'il te raconte aussi que ce qui le stressait le plus, c'était son discours en anglais après. Tu vois, il pensait qu'à ça. Et qu'est-ce que je vais dire et comment je vais faire pour m'exprimer devant 10 000 personnes. Ce sera intéressant. Je ne sais pas s'ils en ont parlé avec Sébastien Grosjean. Qui s'achète pas, comme tu disais. Bah, je pense quand même. Penser au discours, tout ça, c'est comme c'était nouveau. Bah, si tu commences à penser à ça déjà et que ça te pollue l'esprit, Ouais. c'est pas très bon quand même. Ouais. C'est... Puis tu as Agassi en face, en plus. C'est vrai que le profil de joueur, tu as une légende. Puis Agassi Mais en tu lui as Australie, mis c'était... 3-7-0, donc tu dois quand même te dire pourquoi pas le refaire, même si la finale c'est au-dessus d'un huitième. Je crois que c'était en huitième à l'US Open ou en, Oui, en 16e. il était allé en quart, je crois, cette année-là. Ou en 16e, je sais plus. Mais c'est marrant, il a marqué quand même le grand public et aussi Arnaud Clément. C'est toute une génération de joueurs. Je trouve. Ouais, je pense qu'à partir du moment où tu fais une finale de Grand Chelem déjà, quand tu es français, il y en a tellement peu que. Ouais, est-ce que tu vois que, laisses que les une gens trace se quand même. souviennent des finales de Pioline? Tu vois, je me pose la question. Tu vois. Je sais pas. Il a fait New York et. Il en a fait 2 quand Il a même. fait 2, ouais. Il en a fait 2, mais je pense que celle de l'US Open, ce qui est fort, lui, c'est qu'il les fait dans 2 tournois où il n'y a que lui qui les a fait, quoi, dans l'Air Open. Franchement, à l'US Open, on n'avait pas eu de finaliste depuis les Mousquetaires dans les années 30. Et à Wimbledon, je pense que c'était Yvon Petra en 1946. Donc, c'était quand même très, 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 très fort. Heureusement qu'il est là pour avoir les références quand même, tout de suite. Hein, On parle d'histoire. Hein. Moi, je voulais revenir sur une très, très grande championne dont la trajectoire a été complètement chamboulée. C'est Monica Seles. Le 30 avril 1993, elle a 19 ans. Elle a déjà gagné 8 titres du Grand Chelem. Et elle se fait poignarder un changement de côté dans un match à Hambourg, en quart de finale. Elle est assise sur sa chaise et il y a un homme qui surgit derrière des tribunes et qui vient lui planter un petit couteau de cuisine juste en dessous de la nuque. Gunther Parsch, qui était un fan absolu de Steffi Graf, obsessionnel, forcément un peu détraqué pour s'attaquer à sa grande rivale, parce qu'il avait peur que Monica Seles, la jeune Monica Seles, numéro 1 mondiale à l'époque, vienne contester l'hégémonie de Steffi Graf. Elle va s'effondrer après avoir hurlé sur sa chaise et être évacuée. Finalement, la blessure en soi n'est pas extrêmement grave. Hein. Elle doit avoir 5 semaines de convalescence. Puis finalement, c'est la blessure psychologique évidemment qui va prendre le dessus. Elle ne va pas jouer pendant 2 ans. Avec des nuits peuplées de cauchemars. Elle a clairement une névrose post-traumatique après cet incident. Elle ne reviendra jamais complètement à son niveau, Monica Seles, même si elle va regagner un titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie en 96. Un seul, alors qu'elle en avait gagné 8 en très peu de temps. Hein. C'était une des plus précoces. Elle gagne Roland-Garros à 16 ans. En 90. Ça n'a jamais été fait. Plus jeune vainqueur aussi des WTA Finals la même année. Et puis, c'était
Elle avait révolutionné un jeu le jeu. révolutionnaire avec ses coups à deux mains des deux côtés, un coup droit et un revers. Elle a été naturalisée américaine ensuite. Monica Au Seles, moment de sa blessure, juste ouais, après juste sa après, blessure. en 94. C'était le tennis de l'Académie Bollettieri aussi, Monica Seles. Et donc, son affrontement what if. avec... si elle n'avait pas été poignardée, est-ce qu'elle serait devenue l'une des plus grandes championnes de l'histoire du tennis? Est-ce que Steffi Graf aurait eu la même carrière? Puisque derrière, Steffi Graf va remporter Roland-Garros, va redevenir numéro 1 mondial. Roland-Garros, tournoi auquel ne participera évidemment pas Monica Seles. Dans les face-à-face, elle était en train de prendre le dessus, Monica Seles, elle avait pris le dessus. face à Graf. Puisqu'elle l'avait battue la même année à l'Open d'Australie en finale. Elle l'avait battue à Roland-Garros en 90, en 92. Graf avait quand même gagné à Wimbledon l'année d'avant en 92. Mais voilà, elle était en Elle n'a train jamais de... gagné Wimbledon, Monica Seles. Et Monica Seles n'a jamais gagné Wimbledon. Steffi Graf, c'est 22 titres du Grand Chelem, l'Allemande. Et donc, voilà, cette carrière qu'on connaît aujourd'hui. Et Monica Seles, ça a été une comète au final dans cette trajectoire-là. Et elle était appelée parce qu'en plus, elle avait encore une marge de progression, je pense, à cette époque-là. Il y avait encore des améliorations qui pouvaient arriver dans son jeu. Elle était toute jeune, elle avait 19 ans voilà, quand elle se c'est fait fou, poignarder. quoi. Donc c'est... Déjà, je renvoie au grand récit sur eurosport.fr. Très, très beau grand récit de Maxime Dupuis qui raconte très bien cette histoire. Et c'est vrai qu'en préparant l'émission, comme je savais que tu allais parler de Monica Seles, j'ai regardé. C'est vrai que c'est dément, quoi. Les chiffres. Et j'en profite, si tu me permets, Olivier. Alors, je te permets tout Il ce y que a tu veux. un nouveau livre des grands récits qui va sortir à la fin de l'année, avec des inédits, mais aussi des anciens récits. Et il y aura celui sur Monica Seles dedans. Voilà. L'histoire est incroyable. Alors, j'ai retenu, moi, quelques chiffres. C'est vrai que donc, elle a gagné 8 grands chelems avant ses 20 ans. Donc, avant qu'il y ait cette attaque en avril 93, elle venait de gagner 7 des 9 derniers grands chelems. Ouais. Donc, elle avait clairement pris l'ascendant. Tu peux te dire qu'à cet âge-là, s'il n'y avait pas eu ce problème-là... Elle a gagné ses 6 premières finales de Grand Chelem. Là, on parlait d'expérience. Elle a gagné la première et elle a gagné les 6 premières. C'était à Hambourg. C'était avant Roland-Garros. On ne la reverra plus en Grand Chelem avant l'US Open 95. Oui. Donc, tu peux imaginer le nombre d'occasions qu'elle a laissé filer. 2 ans et demi, oui. S'il n'y avait pas eu cette attaque au couteau, tu peux surtout, en effet te dire qu'elle aurait accumulé un nombre stratosphérique de pendant 2 ans, elle chelems. a pris du poids, elle a perdu aussi de sa force. Psychologiquement, elle a été atteinte longtemps puisque son agresseur n'a pas été condamné à de la prison. Ça a été du sursis. Elle a fait appel. En appel, il a de nouveau été pas condamné à une peine de prison puisque la tentative de meurtre n'a pas été retenue. Lui, il a dit non, mais moi, je voulais juste la diminuer. Il a réussi son coup. Elle n'était plus pareille. De toute façon, c'était plus la même chose. Enfin, je sais pas. Non, c'était plus la même avant, chose. Après, il faut imaginer ce que c'est que ne serait-ce re-rentrer sur un court de tennis avec du public, t'asseoir au changement de côté, quand tu as tout le monde dans ton dos, et que tu t'es fait poignarder. Enfin, je sais même pas. Ça a changé aussi la façon de la sécurité dans les tournois de tennis. Je pense qu'il y a eu un avant et un après aussi. Mais c'est sûr qu'elle avait vraiment... il faut se souvenir à quel point Steffi Graf archi-dominait le tennis jusqu'à l'arrivée de Monica Seles. Elle avait fait le Golden Slam en 88, elle gagnait tout et elle était encore très jeune. Et l'arrivée de Monica Seles a été compliquée pour Graf parce que elle a dû apprendre à ne plus être la meilleure. Et on parlait de rapport de force psychologique entre deux champions ou deux championnes en l'occurrence. Là, c'était vraiment le cas. Après, peut-être que Steffi Graf aurait trouvé des clés, aurait repris le dessus au bout de 2-3 ans, mais ça, pour le coup, on ne le saura jamais. Mais je trouve que c'est, pour moi, c'est le what if ultime de l'histoire du tennis. Parce que, en fait, quand on parle de et si machin avait gagné tel match, et si machine avait gagné ce point-là, sauvé une balle de match, mais ça, c'est du sport finalement. Donc, pour moi, en sport, c'est très drôle de le faire et c'est un jeu qui est irrésistible, ce qu'on est en train de faire. Mais tant pis pour celui qui a raté. Mais oui, c'est du sport, donc c'est arrivé et il n'y a pas de réalité alternative. Là, c'est un événement de vie qui se passe sur un court de tennis, mais qui n'a rien à voir avec le sport. Donc, ce qui est terrible pour Monica Seles, c'est que finalement, son what if à elle, il a été déclenché par un truc sur lequel elle n'avait aucune prise. Et à 20 ans, même pas 20 ans. L'année de ses 20 ans. Donc pour moi, c'est vraiment, oui, le what if complet.
Après, il y a d'autres championnes qui seraient arrivées. Martina Hingis, par exemple, qui est arrivée à 16 ans en 96. Est-ce qu'elle aurait dominé la meilleure Monica Seles? J'en sais rien du tout. Mais on peut penser quand même que, au moins jusqu'à l'arrivée de Hingis puis des sœurs Williams, donc au moins 3, 4, 5 ans de plus, elle aurait pris Parce qu'elle était sur un rythme effréné. quand même, sauf blessure, un grand nombre de tournois du Grand Chelem. Et la rivalité aurait été exceptionnelle aussi avec incroyable. Graf. Et est-ce que Steffi Graf aurait gagné autant de Grand Chelem? Normalement, non. Elle en a gagné 11 avant, Ouais. 93 et 11 après. Donc, Et ça, il faut rappeler l'âge. Elle n'avait même pas 20 ans. Ouais, elle est de quand 73. c'est arrivé. Monica Seles, et ça arrive en 93. Hein, Oui. c'est ça Ouais. Et elle avait déjà Mois énormément d'avril. gagné. Donc, Ah oui, elle c'est-à-dire avait déjà un palmarès dingue. C'est-à-dire sa place dans l'histoire, alors qu'elle ne gagnera plus qu'un seul grand chelem derrière. Mm. Mais tout ce qu'elle a accompli, c'était avant ses 20 ans. Mm. C'est fou. Mm. Et on s'en souvient. Enfin, tout le monde s'en souvient. Ah oui, Son puis jeu à c'est deux une mains, joueuse ses qui a- cris, enfin, voilà, ouais. il y a 1000 histoires autour de Les Ah, cris mais qui ça plaisait pas à existaient, tout le monde, qui non. existaient avant le coup de couteau, parce que c'est vrai que moi, Oui. quand j'étais petite, j'avais dans cet imaginaire qu'elle avait commencé à crier après sa blessure. Ah non, et après, je me suis rendu compte que pas du tout. Non, ouais, elle Dès qu'elle criait arrive. très, Elle a très toujours fort. été comme Et pour ça. le coup, elle a été la première à faire ça, hein, vraiment. Ouais. À être aussi vocale, on va dire, sur un cours de tennis. En Et c'est 2 temps, vrai en plus, que- c'était très particulier comme cri. Ouais, c'était... Numéro 1 mondial à un peu 17 spécial, ans. Moi, je crois qu'elle a commencé le tennis parce que son frère jouait au tennis. Elle a essayé avec la raquette de son grand frère un peu lourde. Et du coup, elle a tapé avec les deux mains et elle a gardé ça. Enfin, c'est incroyable d'avoir amené ça. On a vu que Marion Bartoli, derrière, jouait un petit peu de cette manière-là. On a vu quelques joueuses faire ça, mais peu. Et elle arrivait à gagner autant de fois comme ça avec quelque chose qu'on n'apprend pas dans les livres ni à l'entraînement. Donc, elle s'est créée un petit peu toute seule avec son père qui avait créé un cours de tennis en bas de chez eux. Et ça a tapé, ça a tapé, ça a tapé. Et elle est devenue surpuissante pour l'époque à 16 ans. Et elle aurait été encore plus puissante à 20 et à 21, 22. Donc C'est donc ça, oui, c'est qu'en plus, elle n'était pas finie elle encore, entre exactement, elle guillemets. était en train de progresser. Vous êtes Ça encore progresse. jeune, moi je m'en souviens, donc c'était le milieu des années 90, on était un petit peu plus âgés avec Laurent. Je ne sais pas si tu partages mon avis, mais c'est vrai que Maxime le dit d'ailleurs dans son grand récit. Quand elle disparaît, quand on ne la voit plus dans les tableaux de Grand Chelem pendant quelques années, je crois qu'elle en garde un certain ressentiment aussi, c'est vrai qu'on l'oublie assez vite aussi. C'est ça qui Et est la fou. nature a horreur du vide et le sport de haut niveau aussi. Donc, on n'a pas arrêté les grands chelems. Et voilà, c'est terrible. Oui, bien sûr que c'est terrible. Et ils n'ont pas arrêté le tournoi de Hambourg, qui est allé au bout. Ils ont demandé un peu aux joueuses qu'est-ce Ouais. qu'on fait, est-ce qu'on continue pour Monica aussi, pour montrer que le jeu continue. Mais je pense que ça a dû être aussi très dur à vivre pour Steffi Graf parce que, d'une certaine manière, il y a une forme de culpabilité par ricochet, alors qu'elle était évidemment pour rien ce qui s'est passé, mais elle en a peu parlé, Steffi Graf, mais elle en a parlé un petit peu, et elle a dit qu'elle l'avait évidemment très mal vécu, parce que derrière, tu recommences à archi-dominer le circuit avec une ombre au-dessus de toi qu'indirectement tu as provoqué, parce que effectivement, Munter Parch, il était un adorateur de Steffi Graf. Donc évidemment qu'elle n'y est pour rien, mais je pense que pour elle, psychologiquement, il y a une forme de culpabilité Si elle n'avait pas un existé, peu morbide. elle n'aurait jamais pris de coup de couteau aussi. Et voilà. Donc c'était très dur aussi, évidemment beaucoup moins, c'était autre chose que ce qu'a vécu Monica Seles, mais ça n'a pas été facile pour elle non plus, Steffi Graf. Et même pour les instances, parce qu'il y a eu des histoires, quand elle est revenue, elle était co-numéro 1 mondial. Elle n'a pas eu de classement protégé. Ouais, ils lui ont redonné, elle voulait ça, et puis après, sur certains tournois, ils lui ont redonné ce statut-là parce qu'elle n'y était pour rien. Enfin, ça a créé beaucoup de tensions dans le monde du tennis à son retour. Enfin, c'est vrai que c'est une histoire incroyable. Qui n'arrivera plus, en tout cas on l'espère, mais c'est l'ultime essai parce que... Il y a eu Petra Kvitova qui n'était pas sur un cours de tennis, mais qui s'est fait agresser à la main par un voleur chez elle et qui a eu un coup d'arrêt aussi dans une carrière qui était... Mais elle est bien revenue. C'est vrai, mais même si Kvitova est une joueuse fabuleuse, ça n'a pas impacté l'histoire du tennis autant que Monica Seles. Il y en aurait plein des what if. Mais c'est vrai que celui-là, c'est quand même... Mais il est celui-là, fort, effectivement, puisque et ce qui est c'est quand une même force dingue, c'est de se extérieure qui est dire venue... que ce pays, la Yougoslavie, qui n'existe plus, a formé, a fait naître deux des plus grands champions de l'histoire du tennis, quand même, Monica Seles, puis plus tard Novak Djokovic.
quand même Oui, mais fort. Novak Djokovic, il s'est arrêté à 3 grands chelems au final, puisqu'en 2011, il a Oui, raté bah son oui. retour. Voilà, il Donc, aurait explosé. c'est pas Ça le l'a tué, champion Ça l'a tué. qu'on imaginait. Et finalement, il avait perdu contre Joe Wilfried Tsonga. Exactement. Oh, Et ben, il a Ça va arrêté sa trop loin, moi, je carrière suis sur perdu. blessure. Vous aussi, dites-nous quelle histoire vous réécririez dans les commentaires sur YouTube. Voilà, c'était passionnant de réécrire l'histoire avec vous. Merci beaucoup. On continue de se retrouver le mardi dans Retour Gagnant pour continuer à parler de tennis avec passion. Merci à Seb Petit en régie. Et rendez-vous mardi prochain pour un nouveau Retour Gagnant.